Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Quantum, le podcast d'actualité quantique avec toujours notre cher Olivier Zrati. Bonjour Olivier. Salut, tout Toujours va bien? confiné, toujours enfermé à ton grand désarroi. Ah bah là c'est 2 mois et demi bientôt, hein, ça commence à bien faire. Ouais, mais t'as recommencé à sortir un petit peu, hein. Oui, enfin sortir pour faire des courses. Bon, t'as envie de voir du monde, t'as envie de redonner Ah des oui, coups. ouais, ce serait bien de voir des gens en vrai, hein, c'est clair. Voilà. Et puis donc toujours avec moi, Fanny Bouton, toujours journaliste en high-tech et qui accompagne Olivier pour essayer de lui poser des questions pour qu'il me donne des réponses intelligentes sur ce podcast sur le quantique. On va essayer, on va essayer. On va essayer, hein. Alors, c'est parti avec l'actualité des événements. Alors, il y avait un lab quantique, mais on n'a pas eu le temps d'y assister parce que malgré nos confinements respectifs, on est quand même bien occupés. Et puis, donc, on n'aura rien à vous raconter là-dessus. Mais par contre, il va y avoir d'autres événements. Il y a le début juin. On va vous mettre le lien. Il y a la 17e conférence internationale du quantum et physique logique, QPL. Est-ce que tu peux nous en parler, Olivier? Est-ce que tu as des petits détails à Alors, en nous fait, donner? c'est une conférence que j'ai découvert en recevant un mail et je m'y suis inscrit. Elle dure 3-4 jours, la première semaine de juin. Et en fait, elle parle beaucoup d'algorithmie et d'outils de développement logiciel quantique. Et j'ai découvert qu'il y avait notamment une intervention de Simon Perdry, qui est un chercheur français dont on ne parle pas assez souvent, qui est basé à Nancy et qui est spécialisé dans une des branches du calcul quantique au niveau algo et au niveau programmation qu'on appelle le ZX Calculus. J'ai toujours pas compris à quoi ça servait, mais je sais que c'est très intéressant. C'est une sorte de programmation graphique pour développer des algorithmes quantiques, donc avec des notions de topologie. C'est intéressant et visiblement cette conférence en parle beaucoup et traite en général des algorithmes et des outils de développement. Donc je vais développer ma culture sur le sujet en regardant un bout, quoi. Voilà, donc on pourra revenir dessus si tu as eu le temps d'assister à suffisamment de conférences et d'éclairer ta lanterne sur certains sujets que tu pourras voir peut-être ajouter à ton futur bouquin. Voilà, j'ai découvert des choses que je connais pas. Et alors j'ai vu que toi, Voilà. tu étais intervenu sur BFM il y a pas longtemps. Exactement, sur BFM Business dans l'émission Tech Co. Alors, on n'a pas trop parlé quantique, mais j'ai rebondi quand même un petit peu. Tu me connais, j'essaye de pousser le sujet dès que je peux parce que c'est important. Alors attends, Euh, BFM, on dit souvent que c'est la chaîne de télé des belles-mères. C'est- Écoute, la oui, partie business, c'est un peu différent, c'est ça, non? voilà, la partie BFM Business, c'est plus vraiment sur tu sais, tout ce qui est acquisition de start-up, tout ce qui est justement le CAC 40 et tout. Et donc, il y a une émission qui s'appelle Tech Co avec Sébastien Coinon et qui parle vraiment de l'actu des nouvelles technologies, mais plutôt côté business en effet. Et donc, on est revenu sur différents sujets, mais il y avait surtout le sujet qui me fait toujours sourire et hérisser le poil en même temps, qui est celui de Quant. Ce grand moteur de recherche français qui était Mhm. intéressant au départ, c'est plein de bonnes, c'est une idée qui est louable d'avoir un moteur de recherche qui regarde pas et analyse pas tes datas et puis d'avoir aussi un concurrent français ou européen à Google, c'était hyper intéressant. Mais bon, les chemins qui ont été pris, les choix techniques, les choix il y a tout un tas de choses qui font que j'y croyais pas. Et là, on a découvert cette semaine que, en effet, c'était plutôt un prototype qui avait été mis en place à l'époque et que Là, tu fais voilà. référence à un mémo d'une des branches de l'armée, hein, c'est ça, qui a été fait sur un audit Ouais, de voilà, code. qui est sorti alors qu'il n'aurait pas dû sortir, hein. Mhm. C'est un document qui était resté. Donc voilà. Et le problème, c'est que la version V2 hors sortie de prototype devait se faire à l'été 2019 et ça n'a pas été le cas. Et donc, il n'y a pas moyen de scaler ou d'implémenter ça. On sait que ça avait été mis sur tous les appareils des administrations françaises voilà, d'office. Mais en fait, l'utilisation n'était pas d'office. C'est si tu veux utiliser Google pour avoir un résultat plus pertinent et il n'y a pas. C'est souvent plus pertinent parce qu'il y a plus de data analysée. Il y a un paradoxe dans l'histoire Quant quand on le compare à Google, c'est Ouais. que finalement, Google, il ne faut pas oublier, c'est le résultat d'un projet de chercheurs. Mm. Larry Page et Sergey Brin, qui à Stanford avaient fait une thèse de doctorat. D'ailleurs, le sujet de la thèse était le PageRank, qui était en fait un jeu de mots sur le nom d'un des fondateurs et sur l'objet de la chose, qui était de trier des pages dans les résultats de moteurs de recherche. C'est une vraie thèse avec un prof, un directeur de thèse. Ils ont passé leur thèse. Ils avaient même été financés par la DARPA, la fameuse agence américaine de l'innovation du Pentagone. Alors que Quant, en fait, c'était surtout un projet entrepreneurial. Mais il n'est pas issu de travaux de recherche particuliers, quoi, à ma connaissance en tout cas.
Donc souvent, c'est le contraire, hein. Souvent, les Français sont très cérébraux et font des choses qui viennent de la recherche et très deep tech, et les Américains démarrent avec une idée business. Et là, c'était le contraire, en fait. C'est marrant. Ouais, et puis c'est marrant C'est parce une des que raisons, d'ailleurs, qui fait que ça n'a pas marché, hein. d'ailleurs, je ne suis pas revenue là-dessus dans l'émission, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avant qu'il y ait Google en France, il y avait quand même nomad.fr comme moteur de recherche qu'on utilisait. Alors, il y avait Yahoo qui était le concurrent américain, mais .fr aussi. On avait des moteurs de recherche spécifiques au site français et qui Il y étaient avait pas... Exaline, mais était positionné pour les entreprises. Ouais, tout à fait. Mais voilà, mais on avait des trucs Honnête. qui marchaient plutôt pas mal. Et puis quand Google est arrivé, c'est vrai qu'ils ont été efficaces sur tous les types de recherche et assez vite sur les sites français Tu as un aussi. problème de timing, c'est que quand tu lances un concurrent d'un leader établi, tu le lances pas 13 ans après, quoi. Oui, Google a alors, été créé en 98, Google a fait son IPO, son introduction en bourse en 2004. C'est depuis cette époque-là qu'ils sont leaders incontestés du marché, même avant. Et à ma connaissance, Quant a été lancé en 2013-2014. Donc c'est bien trop tard par rapport au cycle de vie des produits. alors après, Ouais. c'était sur cette différence-là. C'était, Ouais. comme dirait Monsieur Léandri, c'est vivons heureux, vivons cachés. On ne va pas lire vos datas. Mais après, bah, du coup, c'est le modèle économique. C'est comment tu rentabilises le bousin et comment tu payes tous les serveurs qu'il va falloir et tout si tu n'as pas les datas des gens qui viennent sur le site. Ça me rappelle, hein, ça me rappelle les scénarios que j'ai souvent rencontrés ces 5 dernières années. J'ai eu au moins 3 ou 4 fois des jeunes entrepreneurs qui sont venus me voir en disant Monsieur Ezrati, j'ai une idée, je vais faire un Facebook plus ergonomique. Alors que Facebook avait déjà 2 milliards d'utilisateurs ou 1,5 milliard à Hein. l'époque. Voilà. Et je dis mais attends, oui, d'accord, mais euh, quand on veut améliorer sur une fonctionnalité un produit qui est largement leader sur le marché, c'est largement insuffisant. Très souvent, il vaut mieux surfer sur une vraie méta-vague technologique, genre l'interface graphique avec Windows, l'arrivée d'Internet, l'arrivée du smartphone, qui sont de vraies ruptures technologiques majeures qui changent des usages chez les utilisateurs. Alors que là, on n'est plus sur la fonction. Certes, la vie privée, c'est un sujet important, mais c'est une fonction parmi des dizaines de fonctions dans le moteur de recherche. Oui, il faudrait que ce soit une option dans Google, c'est je veux plus que Voilà, vous voilà. ayez accès Et à donc mes data et qu'on ait le droit de le faire. Donc ça et aurait le pu être paradoxe, un le paradoxe, add-on. c'est que si la vie privée était si importante que ça, et il est clair qu'elle l'est, mais si elle était aussi importante que ça, les gens seraient ni sur Facebook, ni sur Twitter, ni sur Google, et ni Oui, sur plein parce d'autres que choses d'ailleurs. finalement, on se rend compte, hein, et je l'ai vu dans différents débats et hackathons ces derniers temps, c'est l'usage, quand ça devient utile de lâcher ces datas, quand ça te rend service et que ça te fait gagner du temps, tu es prêt à lâcher plein de trucs. Et on va le voir dans le médical, on va le voir dans la banque et l'assurance dans les prochains mois. Il y a des banques qui réfléchissent sur comment faire des prêts immobiliers en 2 heures via une application. Mais ça voudra dire qu'on a lâché toutes nos datas, déclarations d'impôts, etc., et que ce sera capable d'agréger, d'analyser tout grâce à un algo. Mm. Donc, mais quand tu es devant ta bagnole ou ta baraque et que tu te dis là, je clique et je peux avoir l'acceptation ou pas de mon prêt, quand tu sais le stress que c'est quand tu fais un emprunt, le temps que les banques se décident, je vais te dire que des fois tu rates des ventes qui. Voilà. Je pense qu'il y a plein de gens Bon, et qui le vont rapport avec le s'asseoir sur leur. quantique dans tout ça? C'était quantique. Non, pas du tout. Bon, voilà, non, c'était juste mon actu à moi, j'avais Oui, fait un petit peu. oui. Mais donc, non, j'ai rebondi sur le fait que investir dans les technos françaises, c'est bien, mais il faut savoir les choisir. Et que pour moi, voilà, c'est le prochain truc sur lequel il faut investir. C'est pas l'IA, c'est pas quant, c'est le quantique. Donc voilà, C'est un on des va sujets, mais clôturer. il est intéressant de ce point de vue-là, oui. D'autant plus Ouais, qu'il ouais, est ouais. assez diversifié Exactement. en termes Et on va d'usage. reprendre du coup notre sujet, le quantique et l'actualité scientifique, parce qu'il s'est passé des petites choses quand même ces 15 derniers jours. Et entre autres, je te propose, Olivier, de nous décoder l'annonce de l'UCLA, c'est comme ça que ça se dit, UCLA, UCLA, UCLA in UCLA, English, yeah. de leur qubit à ion piégé au barium qui lave plus blanc que blanc. Ça, c'est ton expression. Oui. Donc, vas-y, raconte-moi. Bah, ça fait partie des annonces que je décortique maintenant régulièrement, notamment pour mettre à jour mon livre. Et je suis confronté à un pattern, on pourrait appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de laboratoires qui font des communications sur un papier qui vient d'être publié dans une revue à comité d'auteur, donc comme Nature le plus souvent. Et souvent, la communication qui est faite sur le papier est assez impressionnante, quoi. Donc là, par exemple, le titre de cette publication, c'était les physicists développent World's Best Quantum Bits. Donc là, sous-entendu, ils ont fait les meilleurs qubits du marché. Donc quand tu vois ça, tu dis, OK, bon. Alors, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que très souvent, ce genre de communication un peu empoulée venait des communicants du labo, et pas des chercheurs eux-mêmes. D'ailleurs, il suffit de regarder qui a écrit l'article. En l'occurrence, l'article que j'ai trouvé, il était écrit par le communicant de UCLA.
Mhm. Tu vas sur LinkedIn, tu trouves sa bio, le mec, il a un PhD en Media Relation, il est Donc, spécialisé il en sait communication. communiquer, hein. C'est un bon communicant, donc il exagère un peu. Alors évidemment, quand je tombe là-dessus, je me dis, je vais me le faire. Je vais regarder ce qu'il y a derrière. Donc je cherche l'article d'origine, qui souvent a été prépublié sur Arxiv ou un autre site avant d'être publié sur Nature, si c'est une publication sur Nature, et je le retrouve. Et derrière l'article impressionnant, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une expérience de physique qui n'est pas inintéressante, mais qui est évidemment très très loin de créer le meilleur qubit du monde. Alors, dans le cas présent, je l'ai décodé comment? Alors, les ions piégés, c'est une technique parmi les 5-6 techniques importantes pour faire des qubits. Elle est beaucoup pilotée par les Autrichiens en Europe et par les Américains, notamment par l'Université de Maryland et par Honeywell, qui est dans le Colorado. C'est les trois, disons, les plus connus dans le domaine. Et il se trouve que les ions piégés, c'est des atomes à qui il manque un électron en général. Et on arrive à les contrôler magnétiquement, électriquement, dans un piège. Et après, on arrive à les relier entre eux avec des lasers en général. Et avec ça, à créer des qubits pour faire du calcul. Et alors, eux, ils ont dit, bon, on va prendre des ions de barium. Alors, d'habitude, c'est souvent du calcium ou de l'ytterbium. Et là, ils disent, on prend du barium, très bien. Et grâce à ça, et grâce à la manière de gérer les niveaux d'énergie de ces atomes, ils arrivent à faire des qubits qui sont plus fiables. Donc, ils ont un taux d'erreur qui est de 10 fois moins élevé que les concurrents connus. Donc là, tu dis, c'est quand même pas mal. C'est bien. Super. Bon, Il y a le pas un problème, c'est lézard? que il y a un lézard. Voilà. Et le lézard, c'est qu'ils n'ont pas fait de test d'intrication. Or, quelle que soit la technologie de qubit qu'on utilise, c'est l'intrication qui génère en général le plus gros taux d'erreur. Mm. C'est-à-dire que pour les qubits supraconducteurs d'IBM et de Google, qui sont les plus connus aujourd'hui, en général, tu as un taux d'erreur on va dire de X%, 0,4% par exemple, sur une porte sur un seul qubit, sur une manipulation d'un seul qubit. Et dès que tu passes à 2 qubits, tu fais x4, x5, quoi, facilement. Quoi. Donc là, manque de beau, ils n'ont pas mesuré, parce qu'en fait, ils n'ont même pas relié leurs qubits entre eux. Oui, Donc ça quand veut même. dire qu'ils sont vraiment à l'année zéro du sujet. Ils ont encore beaucoup de travail à faire pour y arriver. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas y arriver, mais ça veut dire qu'en fait, ils sont dans une phase extrêmement peu avancée du sujet, et ils sont évidemment loin de faire un ordinateur quantique avec leurs ions de barium. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut analyser un papier scientifique, maintenant, c'est pas évident. Même moi qui cravache là-dessus depuis 3 ans, j'ai du mal. Et il faut arriver à comprendre quels sont les critères d'évaluation. Mm. Alors, les chercheurs, ils appellent ça, ils utilisent une expression pour ça. On appelle ça la figure de mérite. C'est une expression qui n'est pas très connue dans le monde de la tech. Hein. Alors, ce qu'on appelle une figure de mérite, peut-être qu'on la prend pour la danse ou dans d'autres domaines, mais une figure de mérite, c'est un ensemble de caractéristiques qu'il faut respecter pour faire une technologie de qualité. Donc, par exemple, pour créer des qubits de qualité, il y a une figure de mérite qu'on appelle les critères de Di Vincenzo, qui sont au nombre de 5. Donc, il faut pouvoir initialiser les qubits, il faut pouvoir les mesurer, il faut pouvoir les intriquer, il faut pouvoir agir dessus, et il faut pouvoir le faire sur un nombre important de qubits. Mhm. Et il faut respecter tous ces critères à la fois pour faire quelque chose qui marche bien. Donc, quand on regarde un papier, il faut essayer de regarder tous les critères et voir s'ils ont été traités ou pas. Là, il n'y en avait qu'un. C'est un peu comme les analyses de chez Raoult sur la chloroquine, hein. Il faut vérifier. Ouais, si on veut, si on veut. C'est le problème des analyses multicritères ou monocritères. Oui, là. Donc là, on est sur un Non, là, exemple ce qu'on peut voir, classique. c'est que ça a été bien fait, mais qu'en effet, c'est C'est le pas, début. voilà, ça a été un peu surcommuniqué parce qu'on est dans une guerre où de Mm. communication. Il faut exister entre Intel, Microsoft et tous Exactement. les autres. Et j'ai un autre cas, ouais, j'ai un autre cas l'année dernière où un laboratoire de recherche communiquait sur un système qui allait permettre de faire un ordinateur quantique. Alors tu dis, ah ouais, d'accord, très bien. Et tu regardes les papiers, en fait, ça n'a rien à voir avec l'ordinateur quantique, ça sert à faire des capteurs infrarouges. Tu dis quand même. Et là, c'est les communicants qui avaient rajouté leur sauce en disant, oh, ordinateur quantique, ça doit bien se vendre, ça fait un bon référencement dans les moteurs de recherche. Et ils avaient complètement travesti le travail des chercheurs. Un coup de quantum washing, comme on a pu commencer à le voir au Et c'est du CES. quantum machine entre quantiques. Mm. Alors c'est un quantique remplacé par un autre quantique. C'est fort de C'est café quand même. ouais, c'est assez original. Alors, après, qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine? Eh ben, on a les annonces de Nvidia avec son super GPU à 100 ampères qui serait 2 x 2 à 7 fois plus puissant.
Que la génération d'avant, d'il y a 3 ans. Voilà, lié entre autres à sa fameuse gravure à 7 nanomètres, donc c'est tout petit. Donc voilà, pareil, t'aimes bien suivre les annonces de Nvidia et tout ce qu'ils font, hein, tu décortiques beaucoup. Ça va pas viser que l'IA, a priori. Ça va servir à quoi d'autre? Alors déjà, ça tombait très bien cette annonce, parce que d'abord, ça fait 6 mois que je l'attends. J'avais même indiqué dans le rapport du CES qu'elle devait arriver cette année au printemps. Oui, parce que c'est logique, la gravure en 7 nanomètres, elle existe depuis 1 an et demi à peu près. Ouais. Tous les processeurs smartphones récents sont faits avec cette technique chez Samsung ou TSMC à Taïwan. Donc ça devait arriver à un moment donné. Et, sachant que la génération de 2017, qu'on appelait le V100, Volta, il était gravé en 12 nanos, la techno d'avant, quoi. Ouais. Non, la raison pour laquelle je m'y intéresse beaucoup en ce moment, c'est que comme je suis à 100% sur la mise à jour de mon livre sur le quantique, je m'intéresse aussi aux technologies qu'on pourrait qualifier d'alternatives ou de complémentaires au calcul quantique. Et les GPU en font partie. Aujourd'hui, ils en font partie. Ils sont devenus, notamment ceux d'NVIDIA, des outils incontournables des supercalculateurs. Il faut savoir par exemple que le supercalculateur Janzai, qui est installé à Orsay au GENSI, qui est une sorte de joint venture entre le CEA, l'INRIA et le CNRS, le GENSI, qui héberge ce calculateur qui a été fabriqué par HP, eh bien, il comprend 1200 GPU NVIDIA de la génération 2017, de V100. Le fameux IBM Summit, qui est le plus gros supercalculateur américain, à ma connaissance, déployé, contient 26 000 GPU NVIDIA. Bon, il consomme 13 mégawatts. Hein. Alors, ce que j'ai découvert en creusant l'actualité de ce nouveau processeur, on va décrire un peu ce qu'il y a dedans, c'est que ce GPU, bon, d'abord, il ne fait pas de graphique. Non, mais je veux dire, c'est pas un GPU. Jouer aux jeux vidéo avec. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait, ce GPU ne sert plus à faire du calcul graphique pour faire du jeu vidéo. J'ai découvert qu'il ne servait même pas à faire du cloud gaming. Parce qu'en fait, pour faire du cloud gaming, NVIDIA propose un autre processeur qui s'appelle la série qui est lié aux cartes graphiques RTX. Ils ont un autre processeur qui contient des unités de calcul qui sont spécialisées pour le shading, c'est-à-dire la génération des images en 3D avec la gestion des ombres, des rayons de lumière, etc. Et donc tout ça, ça n'existe pas dans le GPU dont on parle, là, pour l'IA. Donc ils ont des GPU pour le jeu vidéo et pour le graphique. Et ils ont ce qu'ils appellent des GPU, mais qui en fait sont devenus des processeurs généralistes qui servent à faire du calcul hautement parallélisé pour du calcul scientifique, pour des réseaux de neurones, donc pour le fameux monde du machine learning et du deep learning dans le domaine de l'IA, alors dans lequel on peut mettre la reconnaissance d'image avec les réseaux convolutifs, d'accord, mais on peut y mettre plein de choses. Par exemple, il y a beaucoup de GPU qui sont utilisés pour faire du traitement de la parole. C'est pas très graphique la parole, hein, même si la reconnaissance des phonèmes, donc des unités de base de la parole, sont faites avec des méthodes équivalentes à la reconnaissance d'image, mais fondamentalement, c'est des techniques de réseau de neurones. D'accord. Et donc, ce qui est assez étonnant aussi, c'est que tous ces supercalculateurs qui contiennent maintenant des milliers et des milliers de GPU NVIDIA, que ce soit l'ancienne ou la future génération, eh bien, en fait, ils servent essentiellement à faire du calcul scientifique. Donc, toutes les bibliothèques de code qui servent à faire du calcul scientifique, elles ont été développées pour supporter le fameux CUDA, qui est l'interface de programmation des processeurs de NVIDIA, supporter le calcul flottant, supporter les calculs de matrices et de vecteurs qui sont gérés directement par ces processeurs-là, pour accélérer le calcul scientifique. Donc ça peut servir aussi bien à faire de la météo, du calcul en éléments finis, d'écoulement de l'air sur des ailes d'avion, de faire des calculs dans la bio, tout ce qui est biotech, criblage de médicaments, simulation de protéines, tous ces trucs-là qui nécessitent énormément de calculs utilisent maintenant des GPU. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait ça reste en concurrence avec ce que pourrait faire un jour un ordinateur quantique. Alors, oui et non. Oui, dans la mesure où aujourd'hui, ce que font les GPU et ces supercalculateurs n'est pas encore accessible par les ordinateurs quantiques. Le jour où les ordinateurs quantiques auront des milliers de qubits opérationnels, on pourra faire des choses avec eux qu'on ne peut pas faire avec ces machines-là. Mais il y a aussi des choses que ces machines-là savent faire que le quantique ne saura pas faire. Donc, résultat des courses, je pense que, à la fois d'un point de vue technologique et d'un point de vue logiciel, dans les 15-20 ans qui viennent, on va de toute façon avoir affaire à des systèmes hétérogènes, hybrides. Oui, avec une vraie complémentarité. Voilà.
Bon, déjà, on sait qu'un ordinateur classique est obligatoire pour piloter un ordinateur quantique, parce Tout à que c'est fait. un instrument de physique qu'il faut piloter avec de la logique informatique classique, mais on aura beaucoup de calculs hybrides. Alors, dans un premier temps, on sera obligé de passer par là, parce que quand on passera par l'étape de ce qu'on appelle le NISQ, qui est l'ordinateur quantique bruyant avec un nombre intermédiaire de qubits, eh bien, on aura besoin de toute façon de créer des algorithmes hybrides avec du classique à côté du quantique. Mais je pense que même quand on aura un ordinateur quantique très puissant, au-delà du NISQ, on aura quand même besoin de complémentarité avec du calcul classique. Pourquoi? Parce que, par exemple, typiquement, un ordinateur quantique, même s'il y a beaucoup de qubits dedans, il n'est pas fait pour traiter de très gros volumes de données. Parce que c'est difficile de rentrer les données dans le calcul quantique, en fait. Pas rentrer dans le détail, mais c'est difficile. Donc, tout ce qui est lié au big data, tout ce qui est lié au crunching de très gros volumes de données, tout ce qui est lié au calcul en flottant, par exemple, avec des nombres flottants avec de la haute précision, ça restera probablement dans le domaine du supercalculateur. Par contre, tout ce qui relèvera de l'optimisation de problèmes complexes, d'équations complexes avec beaucoup de variables, de recherche de minimum énergétique qui est utile dans la simulation moléculaire, qui est utile dans la banque, dans la finance, dans la logistique, dans l'optimisation de parcours pour les transports, toutes ces choses-là relèveront du calcul quantique. Et on aura besoin de mélanger les deux, en fait, je pense. Donc, c'est intéressant de regarder ce qui se passe des deux côtés. Et dans la mise à jour de mon livre, là, en ce moment, je suis en train de regarder un autre domaine qui est passionnant, mais dont on ne parle pas du tout, qui est l'ordinateur supraconducteur. Mhm. Alors, à ne pas confondre avec les qubits supraconducteurs. Parce qu'en fait, quand Brian Josephson, en 62, a inventé ce qu'on appelle l'effet Josephson, qui permet de créer des transistors et aussi des qubits, eh bien, il y a eu deux branches informatiques qui sont lancées en parallèle. Il y a d'abord eu une branche qui était de se dire, on va faire des transistors très rapides, genre 100 GHz ou plus, qui consomment peu d'énergie. Et petit à petit, vers les années 80, on s'est dit, on pourrait aussi faire des qubits avec. Alors aujourd'hui, IBM fait des qubits avec, mais il faut savoir qu'IBM, pendant plus de 30 ans, a fait de la recherche sur des transistors supraconducteurs. Mais en gros, ils ont tout laissé en plan. D'autres sociétés ont travaillé dessus, et il y a notamment une boîte américaine qui travaille là-dessus, qui s'appelle iPress, qui n'est pas très connue, c'est HYPRES, qui fait des composants supraconducteurs qui sont utilisés essentiellement dans le traitement des radiofréquences, disons satellites, etc. Et donc, en fait, il y a comme ça des branches qui ont été créées dans l'informatique. J'en ai d'autres, hein, je t'en cite juste une comme ça, qui ont un peu été laissées en jachère parce que la loi de Moore a permis de continuer à augmenter la puissance des processeurs, parce que le calcul quantique est aussi arrivé. Mais ces branches-là, elles sont en train de réémerger pour deux raisons. La première, c'est que la loi de Moore commence à s'arrêter. Donc, on est en train de se demander s'il n'y a pas d'autres solutions, et pas que le quantique. Et la deuxième raison, c'est que ces branches qui ont été un peu laissées en jachère, elles sont complémentaires du calcul quantique aussi, à leur manière. On l'avait évoqué la dernière fois en parlant des circuits de contrôle. Quand on veut contrôler des qubits supraconducteurs, on est obligé d'avoir de l'électronique classique. Et cette électronique, plus elle est près des qubits, mieux c'est. Le problème, c'est que c'est à température très basse. C'est moins de 1 Kelvin. Donc, c'est proche du zéro absolu. Et donc, il y a des gens qui travaillent sur les composants électroniques qui doivent fonctionner à très basse température. Et parmi ces composants, il y aurait des composants supraconducteurs. Donc, tout ça pour dire que toutes ces technologies, elles sont liées les unes aux autres. Et il y a de plus en plus d'interdisciplinarité à observer dans le monde des technologies de processeurs, de calcul, que ce soit les GPU, les CPU classiques, pour les calculs en flottant, en matrice, etc. Le calcul quantique pour la recherche d'optimisation, pour beaucoup d'applications, et le calcul supraconducteur qui peut avoir un concours pour aider à mettre au point l'ordinateur quantique lui-même. Donc tout ça, ça se complète en fait. Comme on dit régulièrement dans nos conférences, les futurs ingénieurs, ils ont intérêt d'avoir un peu des diverses compétences pour pouvoir... Oui, ingénieur. Alors, après, quand on est chercheur, souvent, on va faire un doctorat sur un domaine ultra pointu. Mais si on veut devenir un ingénieur dans les technologies quantiques, il va falloir s'intéresser à beaucoup de sujets. Voilà. Ceci étant, c'est pas déplaisant. C'est pas déplaisant. Ouais. Non, c'est bien d'avoir, si on peut multiplier les passions dans un sujet, c'est quand même vachement sympa. Alors, il y a une annonce bullshit aussi quand même. Hein. Il y a eu une annonce bullshit la semaine dernière, c'est Microsoft. Hein. Attends, laisse-moi conclure ce sujet-là, parce que tu vas trop vite en besogne, tu es pressé. C'est déjà, si vous voulez en savoir plus, relire en détail, etc., Olivier a écrit un article sur son blog sur le NVIDIA A100
Donc, n'hésitez pas à aller le voir. On vous met le lien en dessous la vidéo. Et puis, je crois aussi que le 18 juin, tu as une conférence sur le processeur de l'IA organisée avec le Hub Ah oui, Francia. tout à fait. Oui. En fin de journée. Voilà, donc ça, pareil, on vous mettra le lien pour Inscription s'inscrire. gratuite, c'est de 18h à 20h et je ferai le tour, en fait, un tour d'horizon de l'ensemble des processeurs dédiés aux applications de l'IA. Voilà, bon, tu vois, Il y a du monde. Il y a du monde. Hein. Bah oui, c'est intéressant. Donc, tu Il y vois, a beaucoup de tu vas trop processeurs. vite, tu me laisses pas, tu veux passer au sujet, alors que Ouais. tu rates ta propre conférence. C'est pas grave, c'est pas grave. Communication, c'est important. Donc oui, Microsoft qui a parlé aussi de son HPC, qui contient du NVIDIA, mais dont l'architecture n'est pas documentée. Alors, ils ont fait ça pour OpenAI, dans lequel ils ont investi 1 milliard fin 2019. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, d'ailleurs, ça, tu me disais, donc, ça a même éjecté Musk au passage. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, parce que Musk était le cofondateur de OpenAI je crois que ça remonte à 2016. Ouais. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais au départ, c'était une association. Et ils l'ont transformé en société privée. Microsoft est rentré dedans en injectant 1 milliard. Et Musk a dit, bon, bah, si c'est comme ça, je me barre. Mais je ne connais pas le détail du pourquoi il s'est barré. Mais en gros, il y a eu une différence de vue sur ce que ça devait être. Au départ, Musk, il voulait créer cette association pour finalement faire des études sur l'IA pour empêcher que l'IA prenne le contrôle du monde. Bon, en même temps, il a développé Neuralink qui veut relier directement le cerveau à l'ordinateur, donc c'est un peu contradictoire, mais bon. Et Microsoft est rentré dedans en disant bah, nous, on veut créer une AGI, donc une Artificial General Intelligence. Voilà, un Skynet. Pas forcément exactement, mais en gros, une intelligence capable de faire du raisonnement, de parler correctement, et beaucoup autour du traitement du langage. Donc, ils ont investi là-dedans, bon, avec d'autres labos et d'autres boîtes. Et là-dessus, bah, ils ont, pour cette société, ils ont créé un supercalculateur, mais sur lequel ils ont communiqué de manière assez sibylline en disant voilà, il y a 285 000 cœurs. En cœur de quoi, on ne sait pas. Hein, parce que des cœurs, il peut y en avoir 64 par processeur si c'est les derniers processeurs d'AMD. Il peut y en avoir plus, il peut y en avoir moins. Et j'ai cru comprendre de l'ordre de 10 000 GPU, sans préciser lequel. Bon, quand on dit 10 000 GPU, ça veut dire le V100 de NVIDIA si l'ordinateur est déployé. Et si l'ordinateur sera déployé dans un futur plus ou moins lointain, c'est le dernier A100 de NVIDIA. Donc, résultat des courses, on n'a pas une idée précise de la puissance de la machine. On a une idée de ce que Microsoft et OpenAI veulent faire dessus, qui est de l'IA. Bon, fine, et c'est censé être un des 5 plus gros ordinateurs du monde. Oui, a priori, ça va quand même pas être inintéressant ce qu'ils vont faire. C'est vrai que c'est dommage qu'ils n'aient pas un petit peu plus détaillé certaines capacités techniques. Alors, la question que je me pose, c'est pourquoi ils n'ont pas détaillé. Alors, ils n'ont peut-être pas voulu détailler parce qu'ils n'ont pas voulu dire qu'ils mettaient l'ancien ou le nouveau GPU d'NVIDIA. Peut-être qu'ils n'avaient pas le droit encore d'annoncer justement en termes de temps de communication. Ils sont encore sous embargo. Ouais, il y a une autre raison, c'est qu'ils ne parlent pas du CPU. Ils ne disent pas si c'est du Intel ou du AMD ou autre chose. Alors, je sais que Microsoft a des relations toujours chaud-froid avec Intel, donc peut-être qu'il y a une explication là. C'est peut-être le temps de finir de dealer un truc. Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le meilleur processeur pour faire du CPU en data center, c'est pas Intel. C'est la série EPYC Rome de AMD. Et d'ailleurs, j'ai découvert un truc sur le NVIDIA, c'est que NVIDIA, ils fournissent le GPU qui est un chipset, mais ils fournissent aussi un serveur. C'est un serveur 5 ou 6 U, c'est haut comme ça à peu près. Et c'est un serveur où ils mettent 8 processeurs. Sauf que ces 8 processeurs GPU, ils les contrôlent avec des CPU classiques. Eh bien, ça s'appelle les DGX. C'est les serveurs de NVIDIA. Eh bien, ces DGX de première et deuxième génération, ils étaient équipés avec du Intel, du Xeon Phi, je crois, à l'origine. Et là, ils sont passés à AMD pour la troisième génération. Donc, je ne serais pas étonné que Microsoft ait fait un petit Intel aussi dans l'histoire pour la même raison, en fait, que NVIDIA. On saura sûrement incessamment sous peu. Un autre truc qui est intéressant, et d'ailleurs qui n'existe pas dans le quantique comme débat, c'est les problèmes de vitesse de transfert d'informations. Parce que la nouveauté d'NVIDIA est liée à une acquisition qu'ils ont faite il y a 1 an d'une boîte israélienne qui s'appelle Mellanox, qui est spécialisée dans les cartes réseau très haut débit pour relier des serveurs entre eux. Et dans leur DGX, justement, ils ont mis 9 cartes réseau, 200 gigabits seconde, je crois. Et ça permet de relier en fait chaque serveur à plein d'autres serveurs. Ce qui fait que ça permet d'avoir des réseaux un peu maillés de serveurs connectés entre eux pour optimiser le transfert de données entre plusieurs serveurs et d'optimiser des calculs d'IA pour répartir les traitements sur plusieurs machines. Et ces débits-là,
il continue d'augmenter régulièrement. Et donc, ça fait partie des caractéristiques des supercalculateurs aujourd'hui, qui est de faire transiter aussi des données extrêmement rapidement. Donc, tout ça, ça évolue en parallèle. La puissance du processeur, la puissance de la mémoire qui va à côté, la puissance du réseau qui relie les CPU. Et à chaque fois, on gagne un ordre de grandeur, enfin, on fait x2 en général à chaque génération pour aller encore plus vite. Est-ce qu'on assiste du coup à une bataille entre GPU, HPC et le calcul quantique Ouais, on en a déjà un petit peu parlé. Alors la bataille, oui, la bataille, elle existe, mais pas au niveau du hardware. La bataille, elle existe chez les gens qui développent des logiciels. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un présente soit un algorithme de suprématie quantique comme Google il y a 6-7 mois, en septembre-octobre dernier, soit un algorithme théorique qui permettrait sur du calcul quantique de faire des prouesses, il y a des gens qui disent moi je vais faire pareil sur du classique. Donc il y a une guéguerre algorithmique en fait. Oui. Et d'ailleurs l'une des raisons, elle est liée au fait que le calcul quantique aujourd'hui, dans le meilleur des cas, il s'appuie sur des machines qui ne sont pas parfaites, puisqu'il y a ce qu'on appelle les problèmes de fidélité des qubits. Comme il y a un taux d'erreur, on fait un calcul analogique qui n'est pas parfait. Et donc, ce taux d'erreur qui existe sur le calcul quantique, alors certes, il existe des astuces pour le corriger, on appelle ça des codes de correction d'erreur, mais il nécessite d'avoir un grand nombre de qubits, et ce n'est pas prêt d'arriver. Et donc, on est en train de confronter aujourd'hui des machines analogiques qui ont un taux d'erreur donné, et des machines peut-être moins puissantes, mais qui ne font pas d'erreur. Donc, en fait, la bataille, elle est entre les deux. Donc, il y a des astuces permettant d'imiter à bon compte une machine qui fait des erreurs qu'une machine qui n'en fait pas, mais qui est plus lourde. Donc, la bataille algorithmique, elle est encore très, très ouverte. Et je pense que ce qui va se passer, c'est que plus l'ordinateur quantique va faire des progrès, plus ça poussera les créateurs d'algorithmes et de logiciels qu'on va qualifier de traditionnels de faire des efforts pour améliorer l'efficacité de leur machine. Parce qu'il faut savoir que plus une machine est puissante, plus les développeurs sont paresseux. C'est connu ça. Mais oui, ça simplifie. C'est le théorème de la baignoire. Tu connais le théorème de la baignoire? Non. Le théorème de la baignoire en informatique, c'est quelle que soit la taille de la baignoire, elle se remplit toujours. Donc, par exemple, ton SSD ou ton disque dur chez toi, il est rempli de plein de trucs. Ça, c'est clair. Voilà. Voilà. C'est pour ça que j'en suis à 2 serveurs NAS et que je vais peut-être d'en prendre un troisième. Donc, pourquoi? Parce que tu passes de la vidéo 720p à 1080p, puis bientôt il y aura de la 4K, de la 8K, et des photos. Oui, on commence à avoir des films 4K et ça remplit vite des terras. Hein. Ça prend de la place. Donc, en fait, en informatique, c'est pareil. Les supercalculateurs, quelle que soit leur taille, on les remplit. On utilise leur puissance, mais pas forcément en étant précautionneux au niveau de la programmation. Voilà. Écoute, merci Olivier. Hein, ça fait déjà une demi-heure qu'on discute tranquillou de nos petits sujets d'actu. Donc, tu vois, ça passe vite. On se retrouve dans 15 jours, bien évidemment, pour un prochain Quantum. Et je suis sûre que tu auras encore plein de choses à nous raconter. On n'arrête jamais. De questions à te poser. Allez, au revoir. À très vite. Allez, salut.